Aujourd'hui, je voudrais vous parler et comparer, 2 modèles économiques très présents qui sont, d'un côté, celui des prestations de services et d'autre part, celui de, la commercialisation, d'un produit, ou d'un service. Voilà, hem, dans tous les projets, on peut, affecter, assimiler, l'activité principale, soit à la commercialisation d'un produit ou d'une solution, que l'on caractérise généralement parce que ça a nécessité un long investissement pour être commercialisable et donc être très différenciant, des autres produits ou solutions disponibles sur le marché, ou par la prestation de services caractérisée par, du temps passé. Ces 2 modèles qui sont très représentés. Moi, parmi les 44 projets que j'accompagne, il y en a 18 qui sont du service et 26 qui sont du produit. Donc, vous voyez que c'est des modèles très courants. Et donc, je vais essayer de comparer les avantages et les inconvénients de ces deux types d'activités. Alors, d'abord, le cas des produits ou des solutions. Euh, les avantages de d'un produit, c'est que la marge peut être très élevée. Ça peut être 90%, ça peut être 99% lorsque le coût marginal est nul. Ce n'est pas toujours le cas, parfois c'est seulement 30%, mais ça peut monter très haut. Ensuite, la croissance peut être rapide, car on n'a pas forcément de main-d'œuvre pour commercialiser. Le recrutement, c'est toujours long, et donc ça peut être un, un atout important pour développer rapidement une activité. Ensuite, il peut y avoir une récurrence extrêmement élevée. C'est le cas des software as a service qui peuvent générer des revenus pendant des mois, voire des années. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a de lourds investissements pendant plusieurs années pour créer le produit ou la solution. C'est un modèle qui a l'avantage d'être très bien valorisé par les investisseurs ou en cas de cession avec des multiples très importants. À titre d'exemple, les éditeurs logiciels, c'est souvent 2 à 3 fois le chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, les business en SaaS peuvent être très, très valorisés, jusqu'à 4 à 6 fois l'ARR. Dans le cas des prestations de services, ben, c'est plus cadré, vu que les prix de journée tournent souvent autour de quelques centaines d'euros par jour, les niveaux de marge entre 30 et 60%. Tout le monde perçoit le coût d'une journée. La croissance nécessite beaucoup d'activités RH, recruter, motiver, fidéliser. Le taux de récurrence est souvent faible, parfois nul, mais parfois élevé aussi, hein. Il y a des prestations extrêmement récurrentes. L'avantage, c'est qu'il y a très peu d'investissement. Il suffit de faire un bon recrutement pour avoir la bonne expertise, une légère formation initiale ou continue, et tout le reste se fait en temps vendu au client. C'est un modèle qui est mal valorisé. C'est plutôt 0,5 à 1,5 fois le chiffre d'affaires en fonction de la rentabilité et de la croissance. La question qui se pose, c'est qui s'en sort le mieux en termes de croissance et de rentabilité. Et ce qui a suscité cette présentation, c'est que je me suis aperçu parmi les entrepreneurs que j'accompagne que dans mon modeste échantillon et selon mon expérience, ben, les sociétés de services s'en sortent plutôt mieux, avec des croissances souvent fortes malgré les difficultés de recrutement. Dans mon échantillon, elles font entre 20% et 100% de croissance par an, et elles dégagent une bonne rentabilité, souvent 10% net, euh, et pas d'investissement ou peu d'investissement, et donc pas trop de problèmes de financement. Produits ou services, ben, elles se développent aussi bien, mais compte tenu des investissements, eh bien, elles sont souvent lourdement endettées et souvent cash flow négatif, parce que en permanence, il faut investir dans le produit et dans le service. Et pour même celles qui marchent bien, eh ben, tout est réinvesti dans le produit, et donc finalement, elles ne dégagent pas de rentabilité. Un autre critère d'évaluation, c'est le risque.
quand on lance un produit et un service, ben, on ne sait jamais si ça va marcher. Souvent, la réponse à la question, elle vient très très tard. On lance un produit, on galère, on le développe, on investit, on fait du marketing, parfois on pivote et on ne sait que des années après si on va rencontrer le marché ou pas. Par ailleurs, la charge de financement des investissements est élevée et donc ça nécessite souvent de consommer, d'avoir beaucoup de fonds propres au démarrage, ou alors de faire appel à des investisseurs, ce que vous savez, nous ne recommandons pas, ou d'avoir un lourd endettement qui fait que si les marchés, le product market fit n'est pas au rendez-vous, eh ben, on va être en grave difficulté pour rembourser la dette que l'on a souscrite. Par contre, les risques pour un modèle de prestation de service sont beaucoup plus faibles. Si jamais on ne se développe pas comme on l'aurait souhaité, il suffit d'ajuster les effectifs en fonction des revenus tout en restant relativement rentable, sauf bien entendu en cas de chute drastique de l'activité. Et encore une fois, pas de gros investissements à financer. Et donc, un modèle économique particulièrement adapté à l'autofinancement que vous savez, nous recommandons chaudement. Cas particulier des solutions SaaS, une solution SaaS, c'est toujours perçu comme délicat par un prospect. C'est engageant, est-ce que ça va correspondre aux besoins ou pas? Au départ, on n'est pas sûr. Bref, on se sent obligé de faire une étude comparative de toutes les solutions avant de se jeter à l'eau et d'adopter une solution SaaS. Ce qui fait que les temps de cycle sont longs, les temps de transformation sont faibles et souvent, les éditeurs de solutions SaaS ont des prix d'entrée qui sont très bas pour justement faciliter l'acquisition. Et donc, c'est un modèle économique qui est caractérisé par une faible croissance. Il faut des années pour rentabiliser les développements initiaux, contrebalancé par une forte récurrence. Il n'y a pas trop de churn. Donc, c'est un modèle solide, mais lent et coûteux. J'en profite pour insister sur un point qui me semble important, c'est le panier moyen ou l'ARPA, l'Average Revenue Per Account. Il y a un article de blog dont vous verrez les références là, qui est très connu et très intéressant. Comment faire pour développer un gros business? Selon la taille de l'ARPU, selon que vous vendez des mouches ou des éléphants, il faudra un petit nombre d'éléphants ou un très très grand nombre de mouches. Dans le cas du service, avec un prix moyen de journée de 500 €, pour peu qu'on vende un nombre non négligeable de jours, tout de suite, le panier moyen d'une vente est élevé et se chiffre en dizaines, parfois en centaines de milliers d'euros. Et donc, avec des volumes de vente de quelques dizaines, quelques centaines, on a tout de suite un chiffre d'affaires significatif. Par contre, si on vend des souris ou des mouches, c'est une toute autre histoire. Il faut en vendre des milliers ou des dizaines de milliers. Il y a des coûts d'acquisition, des coûts marketing, des coûts pour construire une marque. Et donc, ça s'avère long, aléatoire, difficile, complexe, coûteux. Et donc, moi, mon constat et ma recommandation, c'est de privilégier plutôt des ARPA élevés à des ARPA faibles. Je voulais revenir aussi sur le mythe de la longue traîne. On dit dans la nouvelle économie, il y a beaucoup plus de CA potentiel dans la longue traîne que chez les gros clients. C'est vrai si on fait de l'e-commerce et si on s'appelle Amazon. Mais dans la plupart des business, avoir un très grand nombre de petits clients, c'est beaucoup plus compliqué que d'avoir un petit nombre de gros clients. Et donc, moi, ma recommandation, c'est vraiment de se focaliser sur des gros clients ou des gros revenus ou des gros ARPA. Bon nombre de mes clients ont tenté de se focaliser sur la longue traîne et ça a systématiquement échoué. Même le SEO,
qui est a priori gratuit et qui permet de faciliter l'acquisition de la longue traîne, bah, ça s'avère de plus en plus compliqué. Il faut mettre du brain content, il faut réactualiser, il faut avoir un ou plusieurs salariés ou développeurs focalisés en permanence sur le SEO et ça commence à devenir très coûteux. Quelques exemples vécus chez des clients. Une entrepreneur qui se lance dans une solution de génération d'applications mobiles, 2 ans d'investissement, très complexe, développer, maintenir, qui ne satisfait pas vraiment les utilisateurs parce que trop schématique, revenu en SaaS très faible. Elle pivote, elle devient une agence de développement de services et là, elle explose en vendant un grand nombre de prestations, rien à voir avec sa tentative de produit. Un autre exemple récemment, un entrepreneur que je vois qui envisage de développer un plugin, il a un investissement initial de 200K avec 2 développeurs et il aura une solution SaaS qui lui permettra de commercialiser son outil 500 € par mois. Il envisage en année 2 de faire 2 à 300K € de chiffre d'affaires. Je le convainc de se lancer en prestation de service et là, ça marche super bien. En année 3, une équipe de près de 20 personnes, 2 millions d'euros de CA, très rentable, rien à voir avec le meilleur scénario s'il s'était lancé dans un produit. Et des exemples de ce type-là, j'en ai énormément à partager avec vous. Voilà, quelques recommandations pour terminer. Pour ceux qui font des produits ou des services, bon, alors déjà, il y a une règle Il te reste générique, 1 minute, Tristan. je sais, des recommandations génériques. Ne faites pas tout seul, appuyez-vous sur partenaires, sur des distributeurs, sur un écosystème pour démultiplier vos possibilités d'adresser le marché. Maintenant, je recommande aussi d'accompagner la vente de vos produits ou solutions d'un maximum de services. Ça peut être des audits, des études de besoins, des démonstrateurs, de l'intégration, de la formation, du support, parce que ça améliore vos chances de signer, ça diminue le risque perçu, ça augmente la proximité du client, ça permet de faire du cross-selling et de l'upselling, ça génère des revenus additionnels et ça bonifie très largement le modèle économique. Deuxième recommandation, faites du co-développement avec vos clients ou vos partenaires. Proposez-leur de financer des améliorations du produit ou de la solution. Tout le monde est content, le client dispose de la solution qu'il veut, vous avez financé une amélioration de votre produit ou de votre solution. Et enfin, ne réinvestissez pas tous vos bénéfices dans les produits. Rentabilisez les investissements que vous avez déjà faits. Le réflexe est de dire mon produit n'est pas suffisamment abouti, il faut que j'investisse dedans, que je l'améliore et tout sera vert derrière. C'est pas le cas. Et donc fixez-vous une rentabilité minimum pour avoir un minimum de résultats, valoriser votre entreprise, faire face à des aléas. Dans le cas du service, capitaliser un maximum, développer des outils de productivité pour faire de la prestation de service outillée, de telle manière à vous différencier et avoir un avantage compétitif. Et pourquoi pas, en phase 2, si vous avez identifié des besoins récurrents, pourquoi pas lancer un produit dérivé sur la base de les besoins prouvés. Une petite synthèse personnelle, les activités de service sont plus simples à lancer, à financer, sont moins risquées, permettent néanmoins de très bonnes croissances. Et même si les ratios de capitalisation sont plus faibles, eh bien, il y a moins de risques et on peut capitaliser tout aussi sûrement qu'avec une activité de produits et de services. Et on peut bien entendu mixer les deux, même si on a en tête une solution, démarrer par du service et ultérieurement basculer sur une solution si on a trouvé un marché. Voilà rapidement ce que je souhaitais partager avec vous. Merci Tristan. Il y a une remarque de Clotilde sur le phasage. Et qu'est-ce que tu recommanderais comme phasage pour passer donc du service vers du produit? Est-ce qu'il faut atteindre
une certaine taille critique? Est-ce qu'il faut attendre de voir se ralentir la croissance de la partie service? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir un matelas de cash? Quels seraient tes critères? Alors, moi, mes critères sont des critères de temporalité. Quand on lance un business, il faut plusieurs années avant de comprendre vraiment les enjeux d'un secteur d'activité. Moi, je constate qu'il faut souvent 3 ans pour avoir fait le tour de l'écosystème, avoir commencé à générer un chiffre d'affaires suffisant, avoir quelques revenus et avoir une équipe significative permettant d'aller plus loin. Et donc, ma recommandation, ce que je vois souvent, c'est plusieurs années de découverte de l'écosystème pour bien comprendre les besoins, euh, développer son chiffre d'affaires, avoir une vraie équipe avec toutes les fonctions assurées et ensuite et seulement en connaissant bien un secteur d'activité, bien les besoins des clients, les avoir bien cadrés, seulement à ce moment-là, basculer sur un éventuel produit. Très bien, merci Tristan. Donc les slides de Tristan sont maintenant disponibles dans le chat et vous les retrouverez aussi sur les réseaux sociaux.